J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont appris à jouer au tennis. Et j'ai eu très vite, j'ai fait le constat que dans ma catégorie d'âge, j'ai toujours été un peu meilleur que les autres, ce qui m'a valu la chance d'être champion d'Alsace, poussin, minime, puis cadet, puis junior, puis senior. Puis je suis devenu professionnel. J'ai joué comme pro entre 72 et 1982, donc c'était il y a très longtemps. Moi, j'étais centième joueur du monde, ce qui est une place honorable, mais qui n'était pas suffisante dans les années 70 pour se dire quand j'arrête, j'ai de l'argent. Au contraire, il fallait réfléchir à ce que j'allais faire après. Le tennis m'a enrichi parce que justement, j'ai joué dans une période de révolution du tennis, mais aussi dans une période où on sortait de l'amateurisme. Ce qui veut dire que certains joueurs, les meilleurs joueurs du monde, gagnaient de l'argent et les autres passaient vraiment par des étapes où ils payaient quand même pour jouer sur le circuit, ce qui était mon cas. Moi, j'essayais de jouer beaucoup en France, des petits tournois, parce que je savais que j'allais gagner plus facilement de l'argent, que j'économisais pour me payer pendant 6 mois ou 5 mois le circuit international. Dans les grands tournois, que ce soit en Australie, aux États-Unis ou ailleurs, euh, une partie des meilleurs joueurs étaient hébergés à l'hôtel, une autre partie était chez l'habitant, c'est-à-dire des bénévoles du club ou du stade ou des gens passionnés par le tennis, s'étaient portés volontaires pour accueillir des joueurs ou des joueuses de tennis. Et donc, moi, j'étais souvent, beaucoup plus souvent dans la deuxième catégorie. Mais en fait, au début, quand on a 18 ans, on fait un peu la gueule, on se dit, tiens, j'aurais préféré être à l'hôtel. Mais en même temps, avec un peu de recul, je me rends compte que c'est là où j'ai beaucoup appris. Et j'ai plein de souvenirs en étant passant en Tasmanie, en jouant l'Open à Hobart. J'étais hébergé chez un fermier. La première fois que je suis arrivé, il m'a dit, faites pas attention, dans la salle de bain, j'ai mis mes poules. Il y avait une ferme qui était à 20 km du stade. Il venait me chercher au stade tous les soirs. Et il me ramenait chez lui. La semaine d'après, j'étais chez un des plus grands chirurgiens de Melbourne, qui avait une somptueuse villa. J'étais dans des familles qui étaient de religions différentes, de cultures différentes, de milieux sociaux différents. Et finalement, c'est ça qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'est le monde et qui m'a appris, je pense, la tolérance, la compréhension des autres. J'essaye en tout cas d'être comme ça. Je jouais sur le circuit international à cette époque et ça a été extrêmement enrichissant. Et c'est ce qui m'a donné envie, quand j'ai arrêté de jouer, de continuer à travailler dans le sport d'abord. Et j'ai toujours été attiré aussi par l'univers de la communication. Donc on commençait à parler un peu de sponsoring à cette époque-là. Donc la communication par le sport, et c'est ce vers quoi je me suis dirigé. Et j'ai créé une première société avec mon partenaire de double à l'époque, qui était Patrice Dominguez. Nous avons commencé à créer des événements, à la fois pour des marques, en les conseillant sur leur approche dans le tennis. Et puis ensuite, on a créé un événement toujours dans le tennis, qui était l'inauguration du Palais Omnisport de Paris-Bercy, qui s'appelle aujourd'hui l'Accor Arena, en organisant une manifestation énorme pour l'époque, c'était en 84 ou 5, et avec McEnroe, Edberg, Noah, Lecomte. J'ai vendu cette société à une filiale du groupe Havas, qui s'appelait à l'époque Havas Dentsu Marsteller, une agence qui était leader sur la communication publicitaire en Europe. Ça s'appelait donc HDM. Et j'ai créé au sein d'HDM une filiale qui était en fait la cession de Dominguez-Neigelen Sport Promotion à HDM. On a rebaptisé cette société, on l'a appelée Quarterback. Sa première vocation était de conseiller les clients du groupe HDM dans leur communication par le sport, ce qui veut dire de réfléchir en fonction de leurs objectifs marketing, de leurs objectifs de communication. Donc, c'est cette partie de conseil qui m'a beaucoup intéressé parce qu'elle m'a obligé, mais ce n'était pas du tout une contrainte, à connaître beaucoup plus que le tennis. J'ai pu travailler dans énormément de sports et ça m'a obligé surtout à rencontrer tous les grands dirigeants de tous les sports. Donc, c'est une période qui va de 90 à 95. En 95, je décide que je suis pas tout à fait content de ma filiation avec Havas. J'ai donc donné ma démission et puis en quelques temps, ça s'est soldé par le fait que j'ai racheté la société. Et donc, j'ai repris Quarterback et j'en ai fait une agence non seulement qui faisait du conseil, donc qui faisait aussi de l'organisation d'événements et surtout qui s'est très vite fait connaître parce qu'on a été un des premiers à déployer l'univers du marché de l'hospitalité. C'est-à-dire on accueille les entreprises,
dans des salons privés, dans des loges, avec un traiteur, avec un service plus. Quarterback a été le premier à croire au développement de ce marché. On est devenu agence officielle de Roland-Garros. On est devenu agence du Palais Omnisport de Paris-Bercy. On est devenu l'agence du Stade de France. J'ai été malade à partir de début 2008 jusqu'à la fin de l'année, presque un an. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en voyage pour mes affaires au Qatar, puis à Hong Kong, et je me suis rendu compte que je commençais à voir double. Donc je pensais que j'avais un problème de lunettes, tout simplement. Donc j'ai appelé mon médecin, je suis allé la voir. Elle m'a fait des tests, elle m'a demandé de revenir le lendemain, ce qui n'était pas déjà bon signe parce qu'il y avait une orthoptiste qui était présente dans son cabinet le lendemain. Et le lendemain, elle m'a dit, écoutez, vos yeux sont très bons, mais vous avez un problème à la commande. Je n'ai pas bien compris tout de suite ce que ça voulait dire, mais avec quelques explications, j'ai compris qu'il fallait que je voie un neurologue. Le médecin m'a appelé le lendemain en me disant, écoutez, j'ai un lit pour vous à 14 heures, il était 11 heures du matin. Donc j'ai compris que c'était assez sérieux. Et je suis donc parti tout seul à l'hôpital et à la Pitié-Salpêtrière. Et j'y suis resté plusieurs mois. Je suis la plupart du temps sous sédatif. Mais quand même, je me rends compte d'une chose, c'est que je fais l'objet d'attention particulière quand même parce que j'ai une famille formidable, ma femme aussi, ils sont là et des amis aussi, ils sont proches de moi tous les jours. Donc tout ça, c'est très important. Et les médecins avaient dit à mon entourage, c'est pas sûr qu'il passe le mois, quoi. Voilà, on est assez pessimiste là-dessus. Donc, moi, je l'avais compris, sans qu'on me le dise, et ça va transformer d'une certaine façon ma vie parce qu'on se prépare à mourir. Moi, je me suis préparé à mourir et ça n'a pas été une angoisse. On m'a proposé de faire une autogreffe que j'ai accepté. Bien sûr, j'ai accepté tous les nouveaux projets qu'on me proposait. En 8-10 jours, mon médecin m'a dit on est assez confiant et 15 jours après, il m'a dit vous allez guérir. Après, l'affaire n'est pas gagnée parce que je repars chez moi un mois après, il faut que je fasse de la chimio ambulatoire, je viens régulièrement, je fais des IAM plutôt d'abord toutes les semaines, puis tous les 15 jours, puis tous les mois, puis tous les 3 mois. Maintenant, c'est tous les ans et tout va bien. Et je suis, en tout cas statistiquement, aujourd'hui, je suis guéri. Au début, je ne vois pas bien parce que j'ai une tumeur qui a été placée à côté du nerf optique. Donc, on m'annonce aussi dans cette période que je vais peut-être perdre la vue. Enfin, que des moments agréables. Vous savez, comme on vit à l'hôpital, mais quand on en sort, c'est un miracle, c'est formidable. Quand je peux revoir, que je peux ouvrir mon ordinateur, je relis mes bilans. J'avais une entreprise, j'avais des collaborateurs, j'avais une vingtaine de personnes. Et en me disant, ça va être catastrophique. Eh bien non, ce n'était pas catastrophique. Ma première réaction était de me dire, alors ne change rien. Ça veut dire que ton équipe est formidable et qu'il faut donc continuer à leur déléguer des responsabilités. Et je me suis dit, la seule chose que je fais mieux qu'eux, maintenant, c'est le tennis, ma connaissance du réseau mondial, donc je peux acheter ce tournoi. Les Internationaux de Strasbourg, c'est un tournoi qui fait partie du circuit WTA. WTA, ça veut dire Women's Tennis Association. C'est une association qui a été créée, une association de droit américain qui a été créée en 1970 ou 11 par Billie Jean King. Elle était numéro 1 mondial, c'était une immense femme exceptionnelle. Donc à Strasbourg, dans les années 80, il y a un Américain qui vit là-bas, à Strasbourg, et qui joue au tennis, dont la fille est une très bonne joueuse, mais universitaire américaine, qui lui parle beaucoup de la WTA. Et ce monsieur arrive à convaincre la Ligue d'Alsace de tennis qu'il faut organiser un tournoi WTA à Strasbourg. C'est comme ça que naissent les internationaux de tennis de Strasbourg. Et ce tournoi avait été créé par la Ligue d'Alsace de tennis en 83-4 et l'avait organisé comme c'est le faire une ligue avec des dirigeants très motivés, mais on va dire bénévoles et souvent ceux qui apportent une limite dans la compétence financière ou dans la capacité financière pour faire du développement. Ce tournoi se développait, mais en même temps, il perdait de l'argent. La Fédération française de tennis aidait la Ligue à essayer d'équilibrer ses comptes. Et puis un jour, elle a souhaité racheter le tournoi, ce qu'elle a fait en 2008 et elle l'a organisé, la fédération, en 2008 et en 2009. Et puis, ils ont mis en vente ce tournoi et à travers un appel d'offres public, c'est finalement Quarterback que je présidais à l'époque et que je dirigeais qui a eu cette possibilité et qui a été choisi par la fédération pour acheter les internationaux de Strasbourg. Je l'ai repris dans un état qu'on va dire de réputation moyenne, voire déclinante.
Et j'avais décidé de réinvestir pour en refaire un très, très beau tournoi et différent. Je rachète ce tournoi et je me dis que c'est comme une évidence pour moi qu'il faut que je change ma façon de travailler. Je suis obligé de la changer, comme je viens de vous le dire, pour des raisons qui sont physiques au début. Mais en même temps, au fond de moi, je sais que je ne veux plus travailler comme j'ai pu le faire pendant 20 ans, parce que je suis sorti d'une épreuve qui m'a changé comment dirais-je, mes priorités. J'ai plus envie de gagner de l'argent en achetant un tournoi. J'ai envie de faire un beau tournoi. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie que ça m'aide à me reconstruire. Et puis, j'ai envie surtout de faire plaisir à cette ville, Strasbourg, où j'ai été souvent et très bien accueilli dans ma jeunesse. Et en même temps, j'ai appris en faisant mon métier, donc 25 ans de sponsoring, de conseil en communication, de conseil en communication par le sport, qu'un événement, c'est un média. C'est un média parce qu'un événement, ça porte un message. Généralement, quand on parle d'un événement de sport, eh bien, quand on parle de la Coupe de France de football, ça porte le message du football. Jouer au foot, c'est un sport sympa. Vous, les enfants qui regardez ça à la télé, on voudrait que ça vous donne envie d'y participer. Moi, j'organise un événement de tennis féminin mondial et je fais naturellement la promotion du tennis féminin. D'accord ? Et en même temps, ça ne me suffit pas. J'ai cherché pendant quelques semaines comment j'allais donner plus de sens à cet événement, à mon engagement. Donc, je décide bien sûr de choisir en fait deux valeurs, la défense de la place de la femme dans la société et l'éco-responsabilité. Et l'éco-responsabilité, en 2009, très clairement, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Je cherche, je lis, je regarde et je me rends compte qu'il y a un organisme en France qui s'appelle l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, qui est chargé finalement de guider et de noter, et en tout cas de proposer des choses. Donc je les contacte et je leur explique que je suis en train d'acheter un événement de sport, un événement de sport féminin, que je voudrais en faire un événement éco-responsable. Est-ce qu'ils ont des données à me passer pour me guider, pour m'aider, parce que je ne sais pas vraiment comment faire. Ils m'ont montré d'abord leur intérêt, et puis surtout, ils m'ont dit, mais nous, ça nous intéresse énormément, mais notre façon de travailler, c'est de partir d'un bilan carbone. On va vous allouer une subvention de 15 000 € les 2 premières années. On ne le fera pas après. Mais ça va vous donner au moins une base. J'ai fait un premier bilan carbone qui montrait d'une façon très claire que, je crois, 65 ou 67% de mon bilan carbone provenait des transports. Donc, dans les transports, il y avait le transport de l'organisation, mais il y avait le transport des prestataires, il y avait le transport des joueuses, il y avait le transport du public. Paris-Strasbourg, en train, c'est un peu plus de 5 heures. Et y aller en voiture, c'était, comme on roulait quand même un peu plus vite que la norme, enfin au moins dans les limites, on mettait un peu moins de 5 heures, nettement moins. Et donc, il était donc beaucoup plus économique et pas plus rapide de se dire, ben, on va prendre une voiture, on va mettre 4 personnes dedans et puis on va aller à Strasbourg toutes les semaines et on fera l'aller-retour. Et tout de suite, j'ai pris conscience de l'erreur que ce serait. Donc, j'ai dit à toute mon équipe, c'est fini, on ne prend plus de voiture, on prend le train. Ça leur a fait comprendre que ce que je leur disais en termes d'engagement, il fallait qu'ils le mettent en application. Donc, il y a eu beaucoup d'autres choses de ce type-là. Mais ça, c'était la première chose. Et puis ensuite, c'est le public. Le public, j'avais des chiffres, j'avais une ambition d'en avoir beaucoup plus, de le doubler très rapidement. Et j'avais aussi la chance d'être dans une ville qui était assez en avance sur la mobilité. J'ai décidé qu'il fallait inciter les gens à prendre les transports en commun et que je leur paierais le transport en commun. J'ai communiqué sur le fait que si les gens me présentaient leur transport du jour, hein, pour montrer qu'ils sont arrêtés à la station Parlement européen qui était à 200 mètres de l'entrée de mon stade, eh bien, je leur enlevais 3 € sur l'achat du billet. Puis, on a mis en place une plateforme de covoiturage pour mes 250 personnes qui travaillent sur l'événement pendant le tournoi. J'ai supprimé tous les prestataires qui venaient de plus de 80 km. Je les ai remplacés. J'ai parlé à différents traiteurs. Je leur ai expliqué mon engagement. Je leur ai dit donc, je ne veux plus aujourd'hui que des produits de la région, que des produits de la saison et que des produits bio si c'est possible. Mais j'avais des doutes sur leur engagement. Donc, je l'ai formulé à travers une proposition contractuelle, un contrat entre l'organisateur et son prestataire qui doit faire 8 pages et dans lequel il y a 2 pages qui sont consacrées à l'obligation
de servir des produits de la saison, des produits de la région, des produits bio. Il était marqué sur une page de contrat que si je découvrais qu'il servait des kiwis qui venaient de Nouvelle-Zélande de la semaine dernière, eh bien, ça leur coûterait 1 000 euros. C'était donc, croyez-moi, ils ont respecté la demande. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je vois le propriétaire de cette société de traiteurs, qui aujourd'hui s'appelle Effervescence, il y a 10 ans, elle a porté un autre nom, il ne manque jamais de me dire, je me souviens très bien de notre première rencontre, on ne vous avait pas tout à fait pris au sérieux jusqu'au moment où on a reçu votre proposition contractuelle, mais surtout, on a gagné, grâce à vous, beaucoup de marchés, parce qu'on a été les premiers, sur tout l'Est de la France, à faire une offre éco, une offre green, de produits de saison exclusivement. Donc ça c'est plutôt des choses qui me font plaisir. Et je considère que l'événement 2010, par rapport à l'événement 2009, a coûté 20% plus cher à périmètre constant. Mais tout ça est arrivé et c'est progressivement diminué parce que le marché s'est mis au goût du jour. On n'a pas encore atteint le zéro carbone, mais c'est notre objectif, c'est une évidence. Je vous l'ai dit précédemment, quand le premier bilan bas carbone, il montrait une trace carbone d'un équivalent de 450 tonnes. Et à cette époque-là, j'avais des chiffres qui étaient ceux aussi du tournoi, donc qui montraient qu'il y avait 5000 spectateurs, qu'il y avait 500 personnes qui déjeunaient. 3 bilans carbone plus tard, on était à 25 000 spectateurs et on était à 2500 repas servis. Ce qui veut dire que normalement, la trace carbone devrait être 5 fois plus importante. Donc, elle devrait dépasser les 2000 tonnes. Or, le dernier bilan carbone montre qu'on est à 254 tonnes. Donc, ça veut dire que tous les 80 process de transformation qu'on a mis en place fonctionnent. Mais ça ne me plaisait pas de garder une trace carbone. Donc, j'ai cherché une solution pour l'annuler. J'ai vu qu'on pouvait, d'une certaine façon, compenser sa trace carbone en replantant des arbres. J'ai vu qu'il y avait une certification qui est décernée par des sociétés qui dépendent de l'ONU, qui s'appelle Gold Standard, et que certains plans de reforestation dans le monde sont éligibles pour obtenir cette certification, mais particulièrement des forêts en Afrique, des forêts en Amazonie. En réfléchissant à ça, je trouvais que c'était très bien pour la planète, parce que les arbres soient en Amazonie ou qu'ils soient en Afrique, l'essentiel c'est qu'il y ait de l'oxygène qui compense aussi les dégâts faits par la pollution et les dégâts dans la couche d'ozone. Mais sur le plan ou personnel ou un peu marketing, mes clients, ceux qui m'achètent un billet, ils viennent de 80 km autour de Strasbourg. Donc, j'avais envie de leur faire passer le message que quand ils achètent un billet, ils permettent de replanter un arbre chez eux. J'ai cherché un programme en Alsace. Ça n'a pas été simple, mais finalement, j'ai trouvé des gens extrêmement compétents qui m'ont proposé de m'accompagner là-dessus. Ça s'appelle le Centre national de la propriété forestière, qui m'ont identifié quelques forêts, dont une à 40 km de Strasbourg, qui est la forêt de Mollkirch, qui est dévastée par les scolytes et dont le propriétaire cherche à replanter. Et donc, j'ai proposé de l'aider et malgré des finances en difficulté, après 2 années Covid, où on a quand même organisé les internationaux de Strasbourg, j'ai décidé de replanter, en fait, d'investir dans la reforestation de 3000 arbres dans cette forêt de Mollkirch. Cet acte-là m'a permis d'avoir le soutien d'abord de CNPF, dont je vous ai parlé, le Centre national de la propriété forestière, qui a fait un dossier pour nous auprès du ministère de la Transition écologique, qui a répondu très rapidement et qui nous disait, c'est bravo pour ce que vous faites, on a calculé que vous avez séquestré 369 tonnes, alors que je vous rappelle que j'en avais que 254 à compenser. Et on vous donne le label bas carbone. Le calcul simplet voudrait dire que je suis négatif en termes de pollution et en termes d'émissions carbone. Les arbres vont pousser, on va considérer que dans 3-4 ans, puisque j'ai décidé de me réengager en 2022, en 2023, à refinancer la continuité de la reforestation et qui va me permettre d'atteindre le zéro carbone. Dans l'éco-responsabilité, il y a plusieurs choses. La première, c'est la réduction de la trace carbone moins polluée. Mais il y a aussi, sous cette grande ombrelle qui est de l'éco-responsabilité, quelque chose qui est abrité autour de tout ça, qui est plus important encore, qui est
la défense ou la promotion d'opérations, je dirais, de solidarité. J'ai aussi décidé très vite de soutenir des actions, des fondations. Je l'ai fait dans un tout premier temps avec l'ICM, qui est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, pour des raisons qu'on peut comprendre. Puis je l'ai fait pour l'ARAM, qui est l'Agence régionale de l'aide aux handicapés moteurs, et j'ai choisi de dédier une journée au handicap. Ça veut dire que d'abord, je fais venir des champions de tennis en fauteuil, mais pas simplement pour montrer qu'ils savent très très bien jouer au tennis, mais aussi pour qu'ils échangent avec des chefs d'entreprise, on crée des colloques, mais qu'ils échangent avec le public. Et puis, on a invité beaucoup de gens qui n'avaient pas les moyens, qui ne seraient jamais allés sur un événement de tennis. Donc, des gens dans des quartiers, des gens en difficulté. On les a permis d'abord de voir les matchs. On leur a servi un repas et on leur a aussi permis pour les jeunes de prendre des leçons. On a beaucoup développé cette partie d'hospitalité. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de clients. Ils étaient 500 quand j'ai acheté le tournoi. Ils sont 2500 repas gastronomiques à être servis sur la semaine à des invités d'entreprise. Quand vous faites ce type d'opération, que vous avez la société X acheter une table de 10 personnes pour recevoir vos clients, parmi ces 10, vous en aurez un qui ne prendra pas l'entrée, un autre qui ne mangera pas de fromage et un troisième qui ne prendra pas de dessert. D'accord ? Et j'ai constaté les 2-3 premières années que tout ça repartait en cuisine et partait à la poubelle. Donc, un énorme gâchis. Donc, je souhaitais qu'on transforme totalement le circuit de reprise des aliments et qu'on pose les questions avant aux gens. Est-ce que vous mangez ça? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous ne le voulez pas? Sinon, on le mettait on gardait bien sûr la chaîne du froid. Et tous ces aliments qu'on récupérait, eh bien, ils étaient repris par une association qui s'appelle Phoenix, qui était à Strasbourg, qui venait récupérer tout ça à 14 heures. Et à 17 heures, c'était servi à des gens qui ont faim dans des associations diverses et variées. Et ça nous permet chaque année de servir entre 300 et 500 repas, ce qui est pas énorme, on pourrait faire mieux, mais ce qui est mieux que de les jeter. On n'arrivera pas à régler le problème du changement climatique si chacun ne donne pas sa part. Et il est aujourd'hui certain que les premiers sont les grandes entreprises, puis ensuite les moyennes et les petites. Donc moi, j'ai commencé là-dedans. Mais je cherche, comme je suis un messager, je cherche à éduquer les plus grandes, ceux mêmes qui sont mes partenaires. Et j'en ai un certain nombre qui jouent le jeu aujourd'hui et qui s'engagent ou qui sont déjà engagés, qui ne m'ont pas attendu pour l'être. Je ne suis pas devenu le garçon le plus vertueux du monde. Non, je ne suis pas en train de vous essayer de vous faire croire ça. Mais j'ai conscience à chaque fois que je consomme quelque chose d'une réflexion par rapport à ça. Je crois que c'est un engagement nécessaire par tous et c'est pas si compliqué que ça. C'est surtout ça le message que je voudrais faire passer.